Monsieur le député. Je souhaite la bienvenue à nos invités, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, en la personne de Mme Nargis Ibn Atia, Andalousie, et Tamina Ziani. Bienvenue. Pour des fins d'enregistrement, je vous demande de bien vouloir vous présenter. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à Madame et aux Messieurs membres de la Commission. Je m'appelle Nargis Ibn Atia Andalousie. Je suis directrice des projets au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter Monsieur Monsef Deraji, président-directeur général, qui n'a pas pu malheureusement être ici dans la mesure où il pilote en ce moment même une mission commerciale en direction de la COP22, notamment pour explorer le secteur des énergies propres. À ma gauche, je suis accompagnée de Maître Tamina Ziani, avocate fiscaliste, membre du bureau de direction du regroupement des jeunes chambres de commerce et administratrice au sein du conseil d'administration du régime québécois d'assurance parentale. Donc, nous sommes très heureuses de venir vous présenter quelques éléments de réflexion entourant ce projet de loi 693, loi favorisant la présence des jeunes sur le conseil d'administration des sociétés d'État. Donc, brièvement, je vais vous présenter le regroupement des jeunes chambres de commerce. Depuis bientôt 25 ans, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec soutient un réseau de jeunes chambres et d'ailes jeunesse représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses rangs 11 organisations issues des communautés culturelles. Nos 3 objectifs prioritaires, c'est la représentation des jeunes gens d'affaires et la défense de leurs intérêts auprès des intervenants publics et privés, favoriser leur échange, la synergie dans leur travail, puis encourager davantage le développement au travers de toute la province. Donc, le regroupement s'est doté d'une vision à l'horizon 2020 qui repose sur 3 piliers fondamentaux, dont l'un d'entre eux est justement la gouvernance, avec pour objectif d'accroître et de renforcer la participation des jeunes, non seulement sur les lieux décisionnels, au débat public, mais notamment sur les conseils d'administration, notamment des sociétés d'État. En 1996 déjà, et voilà donc maintenant bientôt une vingtaine d'années, le regroupement tenait la première journée des administrateurs qui permettait aux dirigeants des jeunes chambres de développer leur habileté en gouvernance, tradition qui s'est continuée tout au long de ces années. Et vous comprendrez bien, donc, c'est une préoccupation qui nous intéresse depuis un bon nombre d'années. Donc, de plus, j'aimerais juste rajouter que le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec avait émis et avait posé cet enjeu crucial lors de l'adoption de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Donc, nous sommes persuadés que ce projet de loi aurait un effet incitatif majeur sur la relève en matière de gouvernance. Alors, nous sommes heureuses de venir vous partager avec vous quelques éléments de nos préoccupations, quelques éléments de réflexion et des recommandations. Donc, alors, dans un premier temps, il faudrait bien comprendre que la place des jeunes dans les instances de gouvernance est dans un contexte de globalisation et de promotion de l'équité intergénérationnelle, une étape qui est importante d'inclusion dans leurs débats. C'est fondamental qu'on leur ménage une place, autant pour la continuité des dites organisations que pour encourager les impliqués à les encourager à s'impliquer dans le débat public. Il ne faut pas oublier que nos jeunes constituent un facteur qui est déterminant du changement social, qui est du développement économique également, mais aussi du progrès technique. Leur imagination, leurs idéaux, leur vision, leur énergie considérable est fondamentale et importante pour le développement des sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, il faut également prendre en considération que d'ici à 10 ans, plus de 40% des dirigeants des conseils d'administration seront appelés à aller à la retraite et donc un problème majeur en termes de relève en matière de gouvernance va se poser à terme au Québec qui est déjà présent. Donc, il est primordial que soient intégrés dans les conseils d'administration dès maintenant des jeunes de 18 à 40 ans pour assurer une relève compétente, créer une culture de transmission des connaissances et apporter une nouvelle perspective dans la prise de décision. Donc, vous comprenez bien que nous appuyons le projet de loi 693 afin d'y inclure un membre âgé de 35 ans et moins. Ceci étant dit, nous souhaiterions également porter à votre attention que ça ne doit pas être un nombre restrictif, mais que davantage de places devraient également leur être accordées. Une place, c'est important. Davantage, ce serait intéressant. Et je céderai la parole à Mme Ziani pour vous faire un bref aperçu de l'état de la situation et de l'ampleur de la situation, on va dire.
Bonjour, Tamila Ziani, membre du bureau de direction du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je tenterai d'être brève, qui n'est pas la qualité première des avocats, usuellement. Donc, lorsqu'on a fait cette étude il y a environ 18 mois, ce qu'on voulait, c'était essentiellement faire un portrait statistique de ce qui se passe en ce moment sur les sociétés d'État au Québec. Pour que vous compreniez bien l'échantillon que nous avons utilisé, nous sommes basés exclusivement sur les sociétés d'État qui sont régies par la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. On parle donc de 21 sociétés d'État, auxquelles nous avons ajouté Hydro-Québec et la Caisse de dépôt de placement du Québec, qui ne sont pas régies par cette loi constitutive-là, mais qui, à notre sens, on ne fait pas passer à côté. C'était des institutions qui étaient trop importantes en gouvernance au Québec pour qu'on les exclue de l'échantillon. Rapidement, le portrait n'était pas très reluisant. Le pourcentage de population de 40 ans et moins au Québec, d'ailleurs, je fais une aparté, nous avons pris 40 ans et moins et non pas 35 ans et moins pour la simple et bonne raison que le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, nos membres vont jusqu'à 40 ans. C'est donc l'échantillon que nous avions utilisé il y a 2 ans au moment de faire l'étude. Donc, sur un nombre total de 23 conseils d'administration, disions-nous, 21 de la loi de la gouvernance, plus Hydro-Québec, plus la Caisse de dépôt et placement, donc 256 sièges disponibles. On parlait, à la fin 2014, début 2015, de 14 administrateurs de 40 ans et moins, pour une proportion totale de 5,47 %. En date du 7 novembre 2016, hier, nous avons refait un petit tour sur le site du premier ministre pour mettre nos statistiques à jour, le plus à jour possible pour aujourd'hui, toujours sur les mêmes 23 conseils d'administration, 275 sièges. Il reste 9 administrateurs de 40 ans et moins, sous réserve des mises à jour des sites Internet de chacun des conseils d'administration en date d'hier, ce qui nous donne un pourcentage de 3,27 %. C'est donc même en baisse depuis l'étude plus exhaustive qui avait été faite il y a 18 mois. Puis là, ici, à 3,27 %, on a compté également donc tous ceux qui étaient entre 35 et 40 ans, tout simplement parce qu'on voulait être cohérent puis avoir une bonne comparaison avec l'étude qu'on avait faite il y a 2 ans. Enlever les gens entre 35 et 40 ans, donc si on comptait uniquement 35 ans et moins, comme il est visé par le projet de loi, on tombe à environ 1 % de jeunes sur les conseils d'administration. Ce qui nous amène à 2 recommandations. La première, nous pensons que l'intérêt de cette loi-là, c'est la représentativité. Étant donné qu'on parle de 20 % de jeunes, là, sous réserve d'un update de Statistique Canada, de 40 ans et moins, nous pensons que le calcul pour le quota devrait se faire de la façon suivante. Le plus grand de soit un administrateur ou 20 % du nombre d'administrateurs au conseil d'administration. En termes de chiffres, on parle pour les conseils d'administration de 10 ou moins, on parlerait de 1 administrateur de moins de 40 ans. Et pour les conseils d'administration de 10 à 20 administrateurs, qui est, je crois, le maximum qu'on a pu voir sur les sociétés d'État, on parlerait de 2 administrateurs, parfois peut-être même 3 à certaines exceptions, mais toujours dans un but de représentativité. Le deuxième commentaire qu'on voudrait faire, c'est par rapport à l'étendue du projet de loi. Donc, dans le projet de loi, tout comme dans l'échantillon que nous avions choisi, là, on parlait de toutes les sociétés d'État qui étaient régies par la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Si on regarde selon l'article 4.1 de la loi sur le ministère des Finances, les sociétés d'État sont définies comme les personnes morales dont le gouvernement nomme la majorité des membres ou des administrateurs, à certaines exceptions près. Le ministère des Finances du Québec a sorti la liste des sociétés qu'il considère comme des sociétés d'État. On en répertorie 59. Nous pensons humblement qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ce projet de loi ne devrait pas s'étendre aux sociétés d'État selon la définition du ministère des Finances. Je vais vous donner un exemple assez personnel, mais moi, je siège personnellement sur le régime québécois d'assurance parentale depuis peu. Pour la majorité des gens, le régime d'assurance parentale est une société d'État. Selon la loi sur le ministère des Finances, il s'agit d'une société d'État, mais ce n'est pas une société qui est sa loi constitutive n'est pas la loi là, sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc, on passera pour la brièveté. Oui. Comme Nargis l'avait dit un peu plus tôt, je pense qu'on va passer tout de suite à l'administrateur de la relève. Il nous reste 1 minute. OK. Donc, en réalité, donc, on voulait que le processus de recrutement et de nomination soit également clair et transparent. Donc, bien entendu, on peut constater qu'il est très peu documenté.
On ne sait pas la manière dont c'est pratiqué. La loi sur la gouvernance des sociétés d'État, il impose des critères de transparence obligatoires, mais ne codifie pas ces règles-là entre le processus de dépôt et de recrutement. Donc, nous aurions uniquement souhaité avoir une transparence quant à la publication de ces postes et qu'elle soit mise à la disposition des groupes d'intérêt afin qu'ils puissent proposer des jeunes. Prendre en compte dans la grille d'analyse, de la même manière que ça se fait pour la parité ou pour la diversité dans la société québécoise, la diversité intergénérationnelle. Pour ce qui est également d'appuyer le projet de loi, des jeunes administrateurs existent. Il y en a beaucoup qui sont formés. On considère que avoir des jeunes sur les conseils d'administration est important. Qu'ils aient les outils pour siéger est encore mieux. La plupart d'entre eux ont des profils, mais les entourer... Merci, Madame. Votre temps est terminé, mais vous pourrez continuer à expliquer votre contenu de recherche, à moins que vous désiriez transférer votre temps sur la terminaison de Madame. J'ai déjà quelques questions, puis je crois que ça va pouvoir bonifier aussi vos échanges, donc je vais profiter du temps qui m'est imparti, Madame la Présidente. Alors, nous allons débuter avec la période d'échange avec le député de Sainte-Rose. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Ziani, Madame Andalusi, pour être ici aujourd'hui pour la consultation particulière du projet de loi 693. J'aimerais aborder la recommandation numéro 5 que vous avez faite dans votre mémoire. Vous dites qu'il faut appuyer financièrement les programmes de formation en matière de gouvernance afin de rendre plus accessible l'accompagnement des jeunes sur les lieux décisionnels et notamment sur les conseils d'administration. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les enjeux de formation de la relève? Oui, alors nous considérons qu'il y a bien entendu des jeunes administrateurs, plusieurs profils. Ils ont plusieurs profils. Nous avons des profils d'ingénieurs, de médecins, d'avocats, de comptables qui sont prêts à proposer leur expertise et à siéger convenablement. Toutefois, nous considérons qu'une formation serait capable de venir les encadrer en matière de leurs droits, leurs responsabilités, leurs obligations sur les conseils d'administration, leur donner davantage d'éléments pour les former, pour qu'ils puissent analyser les états financiers. Et donc, nous considérons que ce sont l'ensemble de ces éléments qui leur permettraient de siéger sur différents conseils d'administration, quel que soit le profil qu'ils aient. Il faudrait, ce que nous demandons, c'est appuyer les jeunes pour qu'ils puissent accéder à ces formations qui sont fondamentales et qui leur permettraient de siéger convenablement sur les lieux décisionnels. Donc, nous souhaiterions un appui financier pour leur permettre d'y accéder. Merci. Dans le but de soutenir la participation des jeunes à des instances décisionnelles, votre organisation a mis sur pied un programme de formation intitulé « Les administrateurs de la relève ». Pouvez-vous m'en dresser un portrait? Oui, alors le programme administrateur de la relève est un programme de formation en gouvernance qui vise justement à donner tous ces éléments dont je viens de vous parler, un module juridique qui leur permet de connaître davantage de leurs obligations et de leurs responsabilités. On leur inculque un savoir-faire, mais également un savoir-être. Ils ont des notions en matière de gestion de risque, ils ont des notions en matière de compréhension des états financiers. Donc, un ensemble d'éléments qui vient encadrer leur présence sur les conseils d'administration afin qu'ils y siègent convenablement. Mais c'est également, un réseau de jeunes administrateurs qui est formé. Nous avons un bottin qui répertorie l'ensemble de ces jeunes administrateurs et qui nous permet de proposer les candidatures à ceux des conseils d'administration qui ont besoin de jeunes de 35 ans et moins. Puis ce qui est très important, c'est que la gouvernance ou le contenu des gouvernances évolue à travers le temps et donc on veille à ce qu'ils aient une formation continue. La formation proprement dite ne suffit pas. On veille avec des formations d'appoint, avec des conférences, des panels, des nouveaux... les mettre à jour quant au contenu de la gouvernance, leur permettre de débattre, leur permettre de répondre aux enjeux et de donner leurs préoccupations et d'échanger. Donc, les mettre à jour, permettre le recrutement, puis les former. Voici les 3 piliers d'administrateurs de la relève. Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité pour ce programme? Alors oui, le critère de l'âge, bien entendu. C'est une formation qui est ouverte prioritairement, bien entendu, aux jeunes chambres, au réseau des membres de la jeune chambre, mais qui s'ouvre en fonction des profils.
les profils. Nous recevons beaucoup de candidatures. Nous prenons les candidats qui ont le meilleur profil, mais qui démontrent de leur engagement, à part de leurs compétences, de leur engagement. Ce sont des personnes dont on vérifie quels ont été leurs engagements communautaires, social, culturels. Et c'est un ensemble de points qui vient nous pousser à les aider dans la formation. Merci. Dans la disposition du projet de loi 693, j'accorde aux sociétés d'État un délai de 5 ans pour se conformer à la disposition législative. Est-ce que vous trouvez judicieux de donner un délai de 5 ans pour les sociétés d'État afin de s'adapter à cette disposition? Ils peuvent déjà... C'est certain que la position du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec est que nous voulons que cette mesure soit mise en place le plus rapidement possible. Cela dit, nous voulons qu'elle soit mise en place correctement. Les bonnes pratiques de gouvernance tendent à réduire la taille des conseils d'administration et non pas à les augmenter. En ce sens-là, nous comprenons qu'il peut y avoir un délai là, entre le temps où des postes seront effectivement à pourvoir et le temps où nous pourrons les pourvoir. Cela dit, nous pensons tout de même que des efforts devraient être mis en place pour mettre ça le plus rapidement possible, c'est-à-dire que pour chaque conseil d'administration, lorsque le prochain poste sera à pourvoir, nous pensons qu'il devrait définitivement y avoir priorité à le combler avec un jeune administrateur pour atteindre ces quotas-là le plus rapidement possible. Dans votre recommandation numéro 2, vous souhaitez que davantage d'organismes publics se dotent d'un jeune de 35 ans au moins sur les conseils. Est-ce que vous avez l'impression que ce projet de loi-là, s'il est adopté, pourra avoir une incidence positive sur la société civile et sur les autres organismes de l'État? Oui, absolument. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous l'appuyons. Nous considérons que le gouvernement pourrait avoir un effet incitatif majeur sur d'autres conseils d'administration de la direction des biens communs et d'importance. Donc, si le gouvernement montre la volonté de donner cette responsabilité aux jeunes, il n'y aurait pas de raison à ce que d'autres conseils d'administration ne leur donnent pas également leur chance. Donc, oui, effectivement et définitivement, ça aurait un effet incitatif majeur. Dans votre mémoire sur la politique jeunesse, vous faites état du peu de présence, puis aussi dans le mémoire qu'on vient de recevoir, vous dites que les 40 ans au moins représentent même pas 5 % des sièges sur les conseils d'administration. Quel serait l'impact, selon vous, sur les sociétés d'État à long terme si on ne soutient pas la relève en gouvernance? Et je pense que nous, de notre côté, nous continuerons notre sensibilisation et nous souhaitons à ce que les jeunes aillent davantage. Nous les formons, nous essayons à ce qu'ils prennent par eux-mêmes et à bras-le-corps cette problématique. Toutefois, comme je l'ai dit, je le réitère, il y a de fortes chances que la tendance reste la même et que la place des jeunes ne soit pas prise aussi rapidement. Puis, comme on le disait, le moment est crucial, le momentum est là. Il va y avoir un problème à renouveler certains sièges sur des conseils d'administration. Donc non, il ne faut pas laisser perdurer cette problématique. Il faut la prendre à bras-le-corps là tout de suite. Vous savez, on parle beaucoup d'un enjeu de représentativité parce que la représentativité en soi est une richesse, que ce soit de la parité homme-femme, que de la représentativité au niveau intergénérationnel. Mais je pense que ça va au-delà du simple enjeu de représentativité. Les sociétés d'État ont à gagner d'avoir des jeunes qui apportent une vision nouvelle. Vous savez, les gens de 40 ans et moins sont autant les gens de 40 ans et plus apportent une sagesse et de l'expérience. Les gens de 40 ans et moins, on a également une vision qui est plus à jour sur certains enjeux, comme les enjeux technologiques, les enjeux... vous savez, on donne souvent l'exemple de l'Auto-Québec, qui peut-être a réagi un peu tard à la venue du jeu en ligne. Est-ce que ça serait arrivé si l'Auto-Québec n'avait pas eu aucun jeune de moins de 40 ans sur son conseil d'administration? Est-ce que ce n'est pas des enjeux qui les auraient peut-être touchés plus rapidement, qu'ils auraient vu venir, hypothétiquement? Mais je vous le soumets. Merci, Madame la Présidente. J'ai la même perception que vous sur le fait que je crois que les jeunes peuvent apporter vraiment un enrichissement au conseil d'administration. Est-ce que vous pensez qu'avec l'aspect démographique, si on rajoute à l'article 43 aussi déjà le reflet de l'identité culturelle et de la parité homme-femme, qu'on vient un peu boucler la boucle de l'article 43 pour assurer la meilleure représentativité de l'ensemble de la société québécoise? Boucler la boucle, je ne sais pas, parce qu'avec l'évolution, on trouvera toujours un moyen d'avoir plus de représentativité dans chacune des institutions et les mentalités sont à développer toujours. Par contre, évidemment, nous pensons que ça serait une avancée, ça serait un pas de géant.
Merci. J'aimerais avoir votre opinion, Madame Ziani, parce que vous siégez vous-même sur un conseil d'administration. Qu'est-ce que le fait de siéger sur un conseil d'administration vous a apporté en termes d'apprentissage et en termes d'acquis pour le futur? C'est énorme et dur à résumer. Sur les principes même de gouvernance, j'ai énormément appris sur l'importance que certains régimes jouent dans notre vie quotidienne. Le RQAP, par exemple, puisque c'est mon exemple, nous le voyons chaque jour, chaque 2 semaines, sur nos chèques de paye. Être sensibilisé à l'étendue de ce que cet organisme-là fait au Québec, c'est immense. Je pense que ça m'a énormément sensibilisé à ces enjeux-là. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont relatifs à ça, la place des femmes dans le milieu du travail. Comme personne qui évolue grandement dans un monde d'hommes, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant et j'ai trouvé, en fait, que ça m'a sensibilisée au fait qu'il fallait que je prenne ma place davantage dans ce milieu-là et que je sensibilise les autres femmes de mon entourage à prendre leur place dans ce milieu-là. Donc, au point de vue de l'évolution personnelle, j'ai trouvé ça un apport énorme. Et je crois que j'ai également un apport dans mon conseil d'administration, ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'on cherche des groupes d'intérêt à consulter pour faire avancer notre plan stratégique, bien, par instinct, les gens autour de la table ne penseront pas nécessairement à consulter des groupes, les ailes jeunesse des chambres de commerce, par exemple. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un de mon âge qui soit sur le conseil d'administration, bien, je peux regarder la liste et dire, bien, écoutez, on n'a consulté aucun groupe de jeunes, est-ce qu'on ne pourrait pas les ajouter, par exemple? Puis les gens sont super ouverts à ça, mais ils n'auraient tout simplement pas pensé si ce n'était de cette représentativité-là autour de la table. Merci beaucoup. Quel type d'acquis une personne qui a déjà siégé, par exemple, sur un OBNL pourrait transposer dans un organisme public? Parce qu'il y a des initiatives comme Bénévoles d'affaires. Moi, j'ai déjà été sur des conseils d'administration des OBNL. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent transposer sur les organismes publics par la suite? Les principes sont essentiellement les mêmes, vous savez. Le programme administrateur de la relève, par exemple, nous démontre bien que ce programme-là, nous démontre bien que toutes les connaissances qu'on peut avoir au sein d'une OBNL sont complètement transférables. Que ce soit au niveau juridique, la responsabilité, devoirs et obligations d'un administrateur, les devoirs et les obligations demeurent les mêmes. Que ce soit au niveau des enjeux de gouvernance. Vous savez, pendant que j'ai fait le programme administrateur de la relève, un des formateurs nous avait dit « C'est aussi difficile de gérer une OBNL de 10 administrateurs que de gérer une société d'État. » Les enjeux, ultimement, les bonnes pratiques de gestion, l'interaction entre les conseils d'administration, l'art de pouvoir poser les bonnes questions à un directeur général pour s'assurer du travail, l'art de tenir une comptabilité qui est droite, l'art de se conformer aux aspects juridiques, sont autant d'aspects qui sont complètement transférables, peu importe où on se trouve. Là où est l'avantage de former les jeunes au sein des conseils d'administration des sociétés d'État, c'est au niveau de la transmission intergénérationnelle de la culture de gestion. Vous savez, on dit que ça prend 10 ans, 10 000 heures pour être bon dans quelque chose. Si on met tous les administrateurs en poste à 60 ans, il n'y en a aucun qui va être bon dans cette vie-ci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je sais que mes collègues ont des questions aussi au regroupement des jeunes chambres de commerce. Je remercie le regroupement d'être venu ici pour la consultation particulière du projet de loi 693. Merci. J'invite le député de Pontiac à poser ses questions. Merci, Madame la Présidente. D'abord, vous me permettrez d'entrée de jeu de saluer les gens qui sont présents avec nous, mais de féliciter mon collègue, le député de Sainte-Rose. Je dois lui dire que je suis fier d'être à ses côtés physiquement, mais évidemment là, dans sa démarche intellectuelle et la démarche législative qu'il propose aujourd'hui. C'est un mardi matin qui est occupé ici à l'Assemblée. Il y a aussi en ce moment le projet de loi 114 du ministre de la Culture qui est à la même étape, qui est à l'étape des consultations particulières. Et un des articles du projet de loi 114 qui porte sur la gouvernance des musées porte justement sur la présence d'un jeune au sein du conseil d'administration. Donc, oui, le projet de loi que propose le député de Sainte-Rose aujourd'hui couvre les sociétés d'État comme telles, mais le projet de loi 114 s'appliquera également pour la gouvernance muséale, donc les musées du Québec. Et déjà, il me semble que le fait qu'un article soit inclus sur la présence des jeunes au sein des conseils d'administration pour des musées, c'est un impact qui vient de l'initiative qui a été déposée par le député de Sainte-Rose et qui commence à être reprise par certains de nos collègues ici. Alors, j'ai eu la chance ce matin d'aller rapidement poser la question à la présidente
du conseil d'administration du Musée de la civilisation de Québec, à savoir si elle était favorable. Elle nous a dit évidemment qu'on est favorable à avoir un jeune au sein de notre conseil d'administration. Elle était même enthousiaste. Mais la question qui suit, c'est pourquoi n'y avez pas pensé vous-même? Parce qu'elle-même nous disait qu'une grande partie de sa clientèle, une grande partie des gens qui visitent le musée représentent des jeunes familles, entre autres. Et elle a qualifié la chose d'erreur historique, en fait, que jamais dans l'histoire de certaines sociétés d'État, n'y a-t-il eu de représentation jeunesse au sein du conseil d'administration. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est auprès de vos membres, est-ce qu'il y a une frustration, disons, ou est-ce qu'il y a une compréhension qu'il y a un manque, justement, au niveau de ce que le gouvernement saisit des besoins des jeunes familles, des besoins des jeunes entrepreneurs, des besoins de vos membres, parce qu'à 1 à 3 % on peut sentir qu'on n'est pas nécessairement près des gens que vous représentez. Bien, on peut probablement penser qu'il n'aurait pas pensé. Il considérait que ce sont des conseils d'administration de sociétés d'État qui ne sont pas invités, parce qu'on connaît un peu la composition des sociétés d'État, puis ils ne prennent pas cette initiative. D'où la raison pour laquelle on dit que ce projet de loi est incitatif, aura un effet incitatif, mais que une formation les habiliterait. Ceci étant, ces postes-là, on ne sait pas nécessairement quand est-ce qu'ils sont ouverts, et c'est pour cela que l'on pousse à ce que dans le processus de recrutement et de nomination, il y ait davantage de transparence, que ce soit dit, que ce soit connu du public, et même qu'il y ait un site qui soit dédié uniquement à ce que l'on sache quels sont les postes qui sont à pourvoir. Donc, c'est une culture qui est amenée à changer, qui change. Les mentalités changent, les jeunes le comprennent, les jeunes sont davantage intéressés. La preuve, nous en avons une qui est à côté de nous, qui siège et qui siège formidablement bien sur le régime des retraites. Et non, ça avance, ça évolue. Donc, c'est probable qu'avant, ils ne le faisaient plus, mais maintenant, avec les outils, avec cette sensibilisation, ils prennent davantage et ils avancent. Je crois que le député... Combien de temps, Mme la Présidente? 45 secondes. Je vous invite, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais me joindre aux remarques de mon collègue de Pontiac et effectivement féliciter puis rendre hommage à mon collègue de Sainte-Rose pour sa démarche, bien sûr, pour son initiative et d'avoir porté cette voie, ces travaux, ces démarches du regroupement des jeunes chambres, mais également de Force Jeunesse et de d'autres à une autre époque. Moi, dans mon cas, Madame la Présidente, avec le peu de temps qui me reste, j'aimerais juste rendre hommage parce que, pour votre information, j'ai milité activement au sein du regroupement des jeunes chambres de commerce, pas plus tard qu'il y a 3-4 ans. Et j'aimerais rendre hommage à certains de ces anciens présidents, puis PDG, Charles Desjardins, David Skitt, Anthony Lacopo, Winston Chan, Éric Paquette, Christian Bellin, bien sûr, Monsef Déragi, tous les anciens membres des conseils d'administration et des bureaux de direction qui, aujourd'hui, doivent être très fiers de la démarche du regroupement des jeunes chambres de commerce. Merci beaucoup, Mme la député Présidente. de Laval-des-Rapides. Je passe la parole au député de Sanguinet. Merci, Madame la Présidente. Alors, bienvenue. Merci d'être présent parmi nous. Écoutez, je vais y aller des questions qui me viennent à l'idée, puis je pense que vous êtes bien placé pour y répondre. Donc, j'ai besoin de vos lumières et puis j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de ce projet de loi, mais aussi des conséquences que ça peut avoir sur les conseils d'administration. D'abord, si on oblige, d'une certaine façon, d'avoir un membre de 35 ans et moins, avez-vous peur, avez-vous des craintes par rapport au fait que ce soit obligatoire? Je ne me fais pas l'avocat du diable, je veux juste que vous m'aidiez à vraiment faire une bonne tête, là. Est-ce que vous pensez que l'obligation peut amener tout simplement les conseils d'administration à prendre cette personne-là, mais à quelque part la mettre un peu à l'écart? Dire, bien écoutez, on n'a pas eu le choix, on va l'amener elle ou lui, puis bon, tu sais... et est-ce que, d'abord, elle peut se sentir à l'écart, cette personne-là, et elle peut être mise à l'écart, d'après vous? Moi, personnellement, le regroupement, nous ne pensons pas, parce que, premièrement, il faudrait dépasser cette idée selon laquelle les jeunes ne prennent pas leur place ou ne sont pas capables de prendre à bras-le-corps la problématique. Nous avons des jeunes qui sont très compétents, qui siègent déjà sur plusieurs conseils d'administration. Ils ne sont pas à leur touche d'essai. Donc, ils ont une expérience et ils sont capables de répondre à leurs obligations et de contribuer. Maintenant, il faut comprendre que, bien entendu, il y aurait
cette possibilité, mais il faudrait bien comprendre qu'il y a une culture nécessaire de transmission qui doit être faite et il faut y penser. Les jeunes, je vous le dis, surtout on a une mauvaise perception des milléniaux qui sont actuellement sur le marché. On a l'impression qu'ils sont un peu, qui ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas intéressés, pas du tout. Les études les plus sérieuses démontrent que c'est des gens qui ont un niveau d'engagement, qui veulent s'engager, qui sont intéressés, pour qui les valeurs de transmission sont importantes et qui, je vous assure, placez-les sur les conseils d'administration de ces sociétés, ils vont participer puis ils voudront avoir. Et comme je vous le dis, ils sont pertinents, leur degré de scolarité est très avancé, donc ils vont savoir puis ils vont petit à petit prouver l'importance de leur point de vue et prendre la place. Si je peux me permettre, c'est là que la formation également prend tout son sens. Je crois que plus on est outillé, plus on est formé, plus on a tendance à prendre notre place. Puis c'est là qu'on pense que c'est pas un projet de loi qui doit être fait aveuglément, puis sans accorder la formation derrière, puis la sensibilisation. Ça, c'est au niveau du jeune pour qu'il s'intègre sur le conseil. Puis après ça, par rapport au conseil, ça va être un changement de mentalité qui va s'opérer peu à peu. Bien, c'est là le but de ma question, parce que quand vous me dites, oui, moi, je ne doute pas des qualités des jeunes, entre autres dans votre regroupement, j'ai aucun doute que ces gens-là peuvent faire le travail, sauf que actuellement, ce qu'on note, c'est qu'ils ne sont que très peu présents. Alors, ce changement de comportement de la part des gens qui siègent chez les conseils d'administration, bien, il faut juste espérer qu'ils soient accueillants. Puis quand vous me parlez là, de sensibilisation, moi, je trouve ça intéressant. Puis je pense que c'est important qu'on le fasse bien pour que, justement, ces gens-là puissent s'épanouir dans un environnement où ils seront pris au sérieux et une place de choix sera faite pour ces gens-là. Donc, quand je vous entends dire ça, je trouve ça bien, bien intéressant. Et il faudra réfléchir à comment faire efficacement le passage à une obligation qui nous pousse, d'une certaine façon, à choisir des jeunes davantage. Écoutez, je suis un ancien enseignant au cégep à l'université, donc je crois beaucoup à la jeunesse. Je suis toujours impressionné par la qualité des gens. Quand je citais Corneille tantôt, bien, à quelque part, il y a des gens qui sont extraordinaires et des fois, à cause de certains préjugés qu'on peut avoir, ces gens-là se voient obstrués dans leur cheminement intellectuel et au niveau professionnel. Donc, je trouve ça un peu dommage. Très rapidement, transparence, vous avez parlé de ça. Tantôt, vous insistez là-dessus, puis je trouve que c'est intéressant ce que vous amenez. On parle souvent de nomination partisane, c'est pas surprenant. Là, on va souvent se poser la question de savoir qui a été choisi, puis c'est quoi ses antécédents, ainsi de suite. Je pense que je ne surprends pas personne ici. Là. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent avoir plus de problèmes à trouver, comment je pourrais dire ça, à trouver des justifications à leur nomination? Je ne sais pas si vous comprenez. Dire, bien, par exemple, on choisit ce jeune-là. Est-ce que cette personne-là va être davantage portée, étant donné qu'il y a une obligation, à être scrutée? Les gens vont se dire, bien, est-ce que c'est une nomination qui est justifiée? Est-ce qu'on va avoir plus de doutes envers ces personnes-là? Pensez-vous qu'il y aura un problème davantage au niveau d'un besoin de transparence lié au choix du jeune qui va être amené à un conseil d'administration? Pensez-vous que c'est différent? Non, bien entendu, comme on vous l'a dit, la nomination doit venir avec un souci de formation. On le réitère, le besoin de transmission d'outils. Donc, je peux vous assurer que dans la formation, en tout cas administrateur de la relève, on en avait parlé, tous les outils qui leur sont donnés leur permettent de siéger convenablement. C'est des outils qui vont chercher tous les aspects. Donc non, ils seront pris de par leurs compétences personnelles, leur expertise et de par leur capacité à siéger parce qu'ils ont les outils pour faire ça, pour faire face à leurs responsabilités, à leurs obligations ou pour répondre convenablement aux questions ou poser des questions à la direction générale. Donc non, ça ne devrait pas être le cas si le processus est donc, comme je vous le disais, transparent, puis qu'il y a des compétences qui viennent et qu'on est capable de les justifier. Moi, j'apprécie beaucoup le volet que vous avez instauré par rapport à la transparence. Je trouve ça important. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de travail encore à venir à ce sujet-là. Là. C'est important de justifier la nomination des différentes personnes sur ces conseils-là. Votre regroupement, écoutez, c'est des jeunes impliqués, dynamiques, qui sont souvent dans le monde des affaires, ou la plupart du temps dans le monde des affaires.
Est-ce que, pour vous, d'abord, la première question, c'est un tremplin, véritablement, ce projet de loi pour permettre à ces jeunes-là d'acquérir d'expérience via l'arrivée sur un conseil d'administration? Première des questions. Est-ce que vous voyez ça positivement, j'imagine? Deuxième des questions, quelles sont les barrières qui sont présentes chez les jeunes de chez vous actuellement pour aller sur les conseils d'administration qui sont visés par le projet de loi? Vous savez, en termes de barrières, je peux en penser à plusieurs. Quand on dit qu'on aimerait que tous les postes qui sont à pourvoir au sein des conseils d'administration soient clairement affichés au sein, par exemple, d'un site Internet où on pourrait colliger tous les postes ensemble, mais je pense que la première barrière, c'est tout simplement le manque de connaissance des postes à pourvoir. Les organismes jeunesse, on remarque, je dois le dire, là, dans la dernière année, qu'on a été de plus en plus consultés et tout ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je pense que la première barrière, c'est la barrière de l'information, tout simplement. Le fait que les regroupements ne sont pas nécessairement au courant des postes qui sont à pourvoir et qui ne sont pas systématiquement consultés pour les pourvoir, alors que nous disposons d'un réseau qui est incroyable pour vous trouver les personnes avec les compétences que vous recherchez. Donc, l'information, premièrement. Deuxièmement, il y a une forme de désengagement qui s'opère auprès des gens de moins de 40 ans, tout simplement parce que quand on croit qu'on n'a pas accès à quelque chose, on a tendance à l'abandonner. Donc, quand on pense que ces postes-là sont réservés à des gens d'un certain âge, d'une certaine expérience ou qui sont plus près de certaines institutions politiques, bien, on ne s'essaye même pas à essayer d'aller pourvoir ces postes-là. C'est en ce sens-là que cette loi-là, je pense, va briser une barrière qui est vraiment importante, qui est celle de la possibilité d'accession à ces postes-là. Puis une fois qu'on sait qu'on a l'opportunité de l'avoir, mais c'est bien évident qu'on postule davantage. C'est intéressant ce que vous nous dites là, actuellement. Vous dites que finalement, les barrières ne sont pas nécessairement au sein des conseils d'administration, mais de la part des gens qui s'en mettent automatiquement de peur, justement, de ne pas être assez qualifiés pour combler ces postes-là. Ça, c'est très, très intéressant. Puis votre présence ici, j'imagine, et le projet de loi, du même coup, fait en sorte que vous allez être mieux, en tout cas, vous allez informer davantage vos membres de la possibilité que ça peut offrir aux jeunes. Puis, je ne pense pas que les jeunes pensent qu'ils ne sont pas assez qualifiés. Je pense qu'ils pensent qu'on ne les trouvera pas assez qualifiés, ce qui est différent. Je pense que les jeunes sont assez qualifiés pour être sur les conseils d'administration, mais je pense que la perception qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus sur ces conseils d'administration-là, ce qui n'est pas la réalité. Pour être moi-même sur un conseil d'administration, je suis super bien accueillie. La présidente du conseil d'administration est allée me voir personnellement. On a passé du temps ensemble pour s'assurer que je sois bien informée. Ils m'ont formée à l'interne pour s'assurer que j'occupe adéquatement mon rôle. Mais avant d'avoir été sur ce conseil d'administration-là, j'aurais jamais cru que j'avais ma place. Puis c'est là le changement de mentalité qu'il faut qu'il s'opère. Merci. C'est posé par le député de Laval-des-Rapides. Je voudrais saluer Éric Paquette, qui est mon ancien étudiant. Et Éric Paquette, j'avais souligné à l'époque son intelligence et j'avais dit qu'il aurait une belle carrière. Et la suite a confirmé que Corneille avait raison. Alors, je salue Éric Paquette. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, je passe la parole au député de Chambly. Merci, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation, votre présence, c'est très intéressant. Première question, vous nous dites qu'il y a à peu près 20 % de la population totale québécoise qui est entre 25 et 39 ans, et on est en bas de 5 % sur les conseils d'administration, donc on a un problème de représentation. Actuellement, là, sans ce projet de loi-là, comment expliquez-vous le fait que les jeunes soient autant sous-représentés sur les conseils d'administration, des sociétés d'État et peut-être même des sociétés privées aussi? Comment ça se fait qu'il y a un écart aussi grand entre la population puis ce qu'il y a sur les CA? Pour les différentes raisons que l'on a soulignées. Premièrement, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont leur place nécessairement dans un premier temps, qu'on ne les considérera pas. Puis, deuxièmement, parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils souhaiteraient être outillés pour y aller. Et donc, il faudrait pouvoir les aider et leur montrer le chemin. Mais c'est vraiment pour toutes ces raisons dont on a parlé durant toute la commission. Vous savez, il y a beaucoup de groupes qui sont sous-représentés au sein des institutions décisionnelles. Pourquoi il y a 50 % de femmes, mais qu'il n'y a pas 50 % d'associés dans les bureaux, puis qu'il n'y a pas 50 % maintenant dans les conseils d'administration? Oui, parce qu'on a mis une loi pour le faire. Quand les gens ne se sentent pas accueillis, ils n'y vont pas. Puis, quand les gens... Vous savez,
on a tendance à aller chercher des gens qui nous ressemblent. Quand sur les conseils d'administration, il y a une majorité, ce n'est plus le cas, mais il y avait une majorité, par exemple, d'hommes d'un certain âge, mais ces gens-là vont avoir tendance à nommer des gens qui leur ressemblent ou à aller chercher des compétences qui leur ressemblent ou à aller identifier comme compétents des gens qui leur ressemblent. C'est pour ça que parfois, ça prend des lois pour forcer un peu la mise au début, puis opérer le changement de mentalité, puis après ça devient naturel. Vous savez, le but des quotas, c'est qu'éventuellement, il n'y en ait plus. Parce que... ils ont tendance toujours à pêcher dans le même étang. Vous dites que il faudrait informer les jeunes qu'il y a des places disponibles, vous l'avez dit précédemment. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'inscrire dans le projet de loi que, voyant venir la fin d'un mandat, parce que je pense que les gens sont sur un conseil d'administration pour un nombre X d'années, ou un mandat X, à l'avance, les sociétés d'État devraient, par obligation, puis il faudrait peut-être l'inscrire dans la loi, préciser déjà que, supposons, dans 3 mois, un poste sera disponible. Oui, absolument. Donc, nous le conseillons. Nous avons parlé de 2 processus, le processus de nomination et de recrutement. Donc, nous souhaiterions que, par exemple, sur le site du Premier ministre, à l'endroit même où les nominations se font, une partie soit dédiée justement à ces postes qui seront ouverts sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Donc oui, nous demandons une transparence, puis ce serait pertinent probablement de le mettre dans la loi. OK. Donc pas dans les règlements, mais bien dans la loi, parce qu'on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas... Puis pas seulement pour les conseils d'administration qui sont en bas de leur quota. On pense que de manière générale, même le quota atteint, les postes qui sont à pourvoir devraient être publicisés pour donner une chance aux organismes jeunesse comme l'HCQ, comme Force Jeunesse, etc., de faire valoir les membres qu'on peut avoir trouvés puis qui pourraient répondre à ce poste-là, puis que ces gens-là soient considérés au même titre que quelqu'un de plus de 40 ans. C'est ça, c'est un minimum, c'est pas un maximum. Oui, c'est un minimum. Vous précisez dans votre mémoire que il peut y avoir un total de 23 sociétés d'État. Vous, c'était les 23 sociétés d'État étudiées dans votre étude, mais que, selon la loi sur le ministère des Finances, il pourrait plutôt y en avoir 59. D'après vous, dans le libellé actuel de la loi, là, si on ne change rien, est-ce que la loi vise les 59 organisations? Non. C'est très clair que cette loi-là, à mon sens, vise en fait les 21. On en avait pris 23 uniquement parce que nous, on avait rajouté la Caisse de dépôt et de placement Hydro-Québec là, pour un souci de... On ne pouvait pas passer à côté de l'importance de ces organismes-là. À notre sens, cette loi-là vise uniquement les 21, tout simplement parce que c'est un amendement à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc, sauf mauvaise interprétation législative, comme ces autres organismes-là ne sont pas institués par la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, on a l'impression que ça vise vraiment ces 21-là. Vous avez une formation d'avocate, je veux vous faire confiance pour Ceci l'interprétation. N'est pas un avis juridique. Ceci n'est pas un avis. Non, non, c'est correct, on ne remettra pas votre droit de pratique en question, mais je vais vous croire sur parole. Donc, c'est un autre amendement majeur. Donc, si je vous écoute, à la fois ce que vous dites puis ce qui est écrit, il faudra préciser qu'on veut inclure plus large, donc en comptant tous les organismes visés par la loi sur le ministre des Finances, et aussi préciser que les postes à pourvoir vont être annoncés sur le conseil d'administration. Vous avez aussi une autre recommandation, ça dit le profil et les compétences recherchées, mais aussi les critères de sélection et les modes de nomination doivent être consultables. Donc, ça aussi, ça devrait être directement sur le site. Donc, je saurais à l'avance que dans 2 mois, 3 mois, il y aura un poste disponible. Je saurais aussi quels sont les critères, quel est le profil de compétences. Et tout ça devrait être obligatoire pour toutes les sociétés d'État, en fait, les 59. On est d'accord. C'est certain qu'en ayant les compétences des gens que vous allez rechercher sur un conseil d'administration, mais nous, ça va nous permettre de proposer des profils qui vont correspondre aux compétences qui sont recherchées. Vous savez, notre but, c'est pas d'avoir une potiche là, de moins de 40 ans sur les conseils d'administration. On veut pas juste mettre un jeune de 40 ans et moins pour faire beau sur le site Internet. On veut des gens qui vont prouver leurs compétences parce que c'est comme ça qu'on va opérer un changement de mentalité. En mettant des jeunes qui sont compétents, qui ont les bonnes compétences pour le bon conseil d'administration, mais on va prouver au reste du conseil d'administration qu'on a notre place. Puis c'est comme ça que lorsque les quotas vont être atteints, ils vont instinctivement aller chercher plus de jeunes. Excellent. Et
par rapport à tous ces jeunes qui vont acquérir une nouvelle compétence, puis un nouveau réseau aussi, parce qu'on le disait tout à l'heure, si les jeunes ne sont pas sur les séances, en ce moment, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le réseau de ceux qui y siègent. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une espèce d'effet locomotive, c'est-à-dire que plus de jeunes, plus il y en a, plus il y a des jeunes, plus il y a des jeunes, plus il y en a, puis que justement, on va dépasser ce maximum-là assez rapidement? En 10 secondes. Absolument. Absolument. C'est efficace? On élimine ce délai de 5 ans. Je ne veux pas dire qu'on l'élimine parce que je voudrais pas je parlerai au travers de mon chapeau. OK? Ce que je veux dire, c'est que nous pensons qu'aussitôt qu'un poste est à pourvoir, il devrait être prioritairement pourvu par un jeune de moins de 40 ans. Après, s'il y en a qui sont à pourvoir uniquement dans 5 ans, bien, à l'impossible, nul n'est tenu. Merci. Merci, Mesdames Agneta Andalousi et Madame Ziani. Je vous félicite pour votre engagement dans ce processus-là. C'est très aidant. Merci pour le dépôt de votre mémoire et d'avoir partagé avec nous votre opinion là-dessus. C'est très aidant aussi. Merci. Compte tenu de l'heure, je suspends les travaux jusqu'à 15h30.